source est inégalitaire, à la fois en termes d'accès à l'eau potable et au niveau de la consommation. Donc, avant de laisser la parole à Isabelle, je vais vous préciser, donc, comme ce matin, les questions seront débattues dans les ruches pour ceux qui se sont inscrits, donc ruche qui aura lieu entre 16 et 17 heures. Après la conférence sur l'autogestion, donc un nouveau lien vous a été envoyé ce midi. Donc, ça sera avec ce nouveau lien que vous pourrez vous connecter pour la ruche pour ceux qui sont inscrits. Isabelle, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous, merci de votre invitation et je suis ravie d'être parmi vous. Voilà, alors l'eau dont on entend parler beaucoup plus ces jours-ci, je pense au grand public. L'eau et la biodiversité qui, depuis les lois, depuis Grenelle, etc., a ressurgi un petit peu dans notre vie. Et c'est très bien, car il s'agit effectivement, comme tu l'as dit, Lola, de la question de la survie de la biodiversité. Et je nous inclus dans cette biodiversité. Nous aussi, faisons partie de cette biodiversité. Nous sommes nous-mêmes une biodiversité humaine et nous ne pourrons pas vivre sans une protection de cette biodiversité sur la planète. L'impact de la gestion de l'eau sur la biodiversité, je ne voudrais pas détourner le sujet, mais en effet, la position, c'est peut-être pas l'impact, mais plutôt un objectif. Un objectif, car on ne subit pas la gestion de l'eau, on veut agir dessus. Hein. Ensuite, la gestion de l'eau, c'est à la fois cycle, le grand cycle, et je vais vous dire ici où on est très très actif sur les bassins versants, etc., les petits cycles de l'eau, car il n'y a pas une uniformisation du petit cycle. Le petit cycle, vous savez ce que c'est, j'espère. Oui, enfin, le grand cycle de l'eau, tout le monde sait ce que c'est. Hein, c'est l'eau des lacs, des rivières, de la mer qui s'évapore, qui se balade dans le ciel, qui retombe, etc., qui ruisselle. Ça, on sait à l'école primaire depuis. Le petit cycle, c'est comment l'homme se sert de cette eau pour la rendre potable et pour qu'elle puisse assurer notre santé humaine et la santé des territoires, c'est-à-dire des sols, des végétaux, des animaux, etc. Et il faut bien constater que dans ce contexte de mondialisation et de croissance folle, l'eau et les écosystèmes subissent une dégradation très importante, très, très importante. Alors, une gestion de l'eau, oui, d'accord. Une gestion de l'eau comment? Ben, juste, une gestion de l'eau juste et démocratique. Parce qu'on n'a pas besoin d'une quantité de labels privés pour s'occuper de l'eau et nous faire croire que tout est fait et bien fait, et de nous enfumer sur les factures, sur les résultats, sur les investissements, voire sur des choses plus graves, sur des chiffres et des comptabilités. Je parle pour moi ici à Lyon, je n'arrive pas à avoir des comptes, par exemple, de Veolia, ou même carrément des dossiers qui ont disparu. Donc, nous devons engager une lutte serrée, nous, les citoyens, et les usagers, les assos, les élus, et pour promouvoir une gestion de l'eau en harmonie. Alors, où ça? Ben, dans les bassins de vie. Alors, un bassin de vie, il y en a 6 en France, vous le savez, mais il y en a des milliers. Car ma voisine à 400 mètres au fin fond de la ravine, elle n'aura pas le même, la même eau, le même microclimat que moi, la même végétation, peut-être pas les mêmes oiseaux. Donc, l'eau est un enjeu sensible et mouvant. Dégradation, pollution, accaparement par des commerçants, notre revendication doit s'affirmer, hein, et considérer l'eau comme notre patrimoine commun. Et dans notre imaginaire, depuis toujours, on a toujours pensé que l'eau, c'était éternel, que c'est pas de problème, on tourne le robinet et puis tout va bien, et puis
et puis on paye notre facture, on ne se pose pas de questions. Voilà, c'est quelque chose d'établi. Il est très compliqué de faire comprendre aux gens que, ben non, l'eau n'est pas éternelle. Plus de 80 communes ont souffert ces derniers étés en France de la canicule terrible qui s'accroît. Donc, ce patrimoine commun disponible, eh bien, il n'est pas infini. Il est en quantité finie. Et quantité, qualité. Quelle qualité? Le petit cycle de l'eau implique normalement un contrôle de la qualité des eaux. Les agences de l'eau, enfin, sont là pour ça, initialement, normalement. Le SAGE, le SDAGE, les institutions sont là normalement pour répondre à ce bien. Alors, l'eau, la biodiversité, eh oui, l'urbanisation, l'industrie et l'agriculture intensive, hein, une agriculture imposée à pas cadencée, eh bien, ces paramètres-là, ces trois paramètres-là, donc urbanisation, industrie, agriculture intensive, dégradent la ressource à une vitesse folle, car nous avons pu constater ces quelques dernières années une quasi-disparition de nombreux insectes et de par-delà donc des oiseaux qui s'en nourrissent, et puis des végétaux qui disparaissent, et puis d'un appauvrissement des sols, d'une espèce de désertification dans certains coins. Je pense à ma région, là, dans le Beaujolais, où même carrément des maisons glissent sur des masses d'argile qui se rétractent par sécheresse, par manque d'eau, et puis parce que tout autour, il y a des milliers d'hectares de maïs arrosés au détriment du petit cycle de l'eau. Donc oui, l'eau, la biodiversité, donc l'industrie, l'urbanisation. L'urbanisation fait que l'eau ne tombe plus où elle tombe normalement, donc ne s'infiltre plus normalement dans les sols pour rejoindre les nappes phréatiques. Elle déborde, elle inonde, elle cherche sa voie. Elle fait ce qu'elle peut, notre eau, et si des grosses pluies intempestives surgissent, alors que à cause du dérèglement climatique, alors les phénomènes sont accentués. Et effectivement, nous assistons clairement en France, et pas qu'en France, je pense au contour méditerranéen, à de nombreuses intempéries nouvelles pour nous, de la neige au mois de mai au Maroc, des pluies non-stop dans le sud de la France qui tombent sur un sol cuit de chaleur, qui dévalent et qui dénaturent complètement nos territoires et nos paysages. Alors oui, la gestion de l'eau doit revenir non pas à des gens qui sont là pour en faire commerce et grand commerce, mais l'eau doit revenir notre bien commun, avec ce que ça implique, c'est-à-dire avec une régie, des régies qui ne sont pas centralisées à Paris et qui vont encore renourrir le millefeuille, mais des régies directes entre élus, citoyens, associations, parce que ce sont les gens qui vivent dans les bassins de vie qui sont au courant. Alors, certains de manière empirique, d'autres de manière très scientifique, académique, je dirais, mais c'est la coordination de tous ces gens de bonne volonté pour la protection de notre eau qui pourront agir, je pense, dans le futur. C'est ma conviction. Donc, ce bien commun, cette eau, elle appelle une gestion démocratique, une gestion, une gouvernance territoriale, démocratique, intégrée et non marchande. Et je pense que la régie publique, c'est le seul moyen d'avoir libre accès à cette ressource vitale, qui a pour conséquence le bien-être social, parce que
parce qu'une eau comment dire, une eau qui n'a plus à être marchandée revient à des paramètres de gestion intelligents, c'est-à-dire à la gestion des territoires. Excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillée. L'espace public doit revenir nôtre et la gestion de cette eau dans l'espace, ça appelle les citoyens à revenir aussi. Et pour ce qui est de l'eau de la biodiversité, eh bien oui, nous devons restaurer, nous devons être les surveillants, les vigiles, les gardiens de la stabilité climatique et naturelle de nos territoires de manière locale et aussi plus grande. Je pense aux régions, je pense aux bassins, aux bassins par exemple. Et tout ça, ça nécessite pas seulement des conversations de jeunes bonne volonté autour d'une table, mais ça nécessite le retour des institutions et de leur pouvoir. Quand on voit, par exemple, comment dire, quand on voit, par exemple, l'agence de l'eau, les agences de l'eau, qui initialement devaient travailler à la protection de la ressource aquatique, qui devaient normalement aider les élus, éduquer, ouvrir, éveiller les usagers. Bon, bah là, depuis 2018, les agences de l'eau ne font plus rien qu'alimenter divers financements sur la fameuse Agence française de la biodiversité. Donc, il n'y a pas une vraie politique aujourd'hui de préservation. Je pense que nous avons des institutions qui font beaucoup de com et qui n'agissent pas beaucoup. Alors, nous sommes les seuls, en fait, les citoyens, à pouvoir faire levier et pouvoir dire, ben non, nous, on veut nos forêts. On ne veut pas que les zones humides disparaissent. On veut restaurer nos cours d'eau. On veut faire attention à ce quartier inondable. Il y a des réponses à ça. Il y a des réponses à tous les traumas écologiques qui nous attendent. Et c'est au plus près des territoires que ça sera possible parce que c'est nous qui connaissons nos territoires. Ce sont nos élus qui connaissent nos territoires. Ce sont les citoyens qui sont là, qui observent leur nature, leurs récoltes, leurs champs. Et ce sont nous, c'est nous qui devons faire passer la résilience climatique. Et c'est un changement de paradigme, l'aménagement des territoires, SAGE, SDAGE, etc. Eh bien, c'est très difficile aujourd'hui d'y être représenté. J'ai un dossier là-dessus, c'est très compliqué. Donc, on doit absolument revenir à cette résilience climatique. Gérard me disait, bien sûr, l'eau, la biodiversité. J'ai lu votre manifeste qui est très bien, sur lequel je suis assez d'accord. C'est à se demander si on n'est pas tous éco-socialistes, en fait. Mais c'est vrai, il y a des décisions institutionnelles qui ne pourront être prises que sous pression des citoyens, des associations. Et parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et on voit bien que malgré toutes les lois qui ont été votées, la loi NOTRe, GEMAPI et consorts, on voit bien qu'il y a une déperdition des végétaux, on voit bien qu'il y a une augmentation des intrants polluants. On voit bien que les industriels ne respectent absolument pas la charte de respect de l'environnement, que les agriculteurs continuent d'obéir à la PAC en violation même de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la nature. Enfin bon, et je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons faire changer ça. Alors, cette résilience climatique, eh bien, elle s'oppose à un modèle industriel fou, qui est lié lui-même à une société de consommation, qui nous vend des objets dont on n'a pas besoin, qui font le tour du monde, enfin vous savez bien, avec un bilan eau et un bilan carbone absolument stupide et idiot. Elle passe aussi par une grande réforme de l'agriculture. L'agriculture actuelle
eh bien, il faut qu'on s'y oppose. Il n'y a pas de discussion. Il faut s'opposer aux pratiques intensives agricoles et industrielles aujourd'hui. C'est l'enjeu de ce début de 21e siècle, parce que à la vitesse à laquelle la nature se dégrade, je crains que les générations souffrent beaucoup plus vite que les prévisions gouvernementales qui nous disent que mais non, ça ira encore bien en 2050, ne nous affolons pas. Je pense que la régie publique, c'est le seul moyen, hein. Et cette régie publique, elle est en capacité de contribuer sur plusieurs points à cette réparation de la terre. Parce que ça, c'est aujourd'hui, là, je vous le dis, je n'avais jamais utilisé ce mot-là, réparer la terre. On va avoir besoin d'ingénieurs, de gens, de volontaires pour réparer les sols, pour replanter, pour restaurer, restaurer les territoires, les paysages. Je pense à une initiative de l'ADEME, là, vers chez nous, il n'y a pas longtemps, alors c'est une goutte d'eau, enfin une feuille d'arbre, on va dire, qui réimplante, qui a fait un joli projet, là, pas très loin, de la réimplantation de 40 haies. Alors, ça semble 40, on se dit, mais mon Dieu, 40 000, 400 000, 4 millions, bien sûr. Il faut compter par millions nos efforts et nos révoltes. Et les citoyens doivent se sentir en confiance pour pouvoir venir en parler. Je pense que on doit faire un gros effort d'écoute des agriculteurs qui galèrent et qui sont pris entre le marteau et l'enclume, entre cette PAC qui distribue du fric à l'hectare si tu es bien dans les clous, des grosses cultures de maïs. Alors après, c'est compliqué parce qu'on va sur un autre terrain, on va sur un plus grand terrain. Quand je vous dis la PAC, on rentre sur une question systémique, donc après, c'est à voir, mais il faut déjà, au niveau du local et des petits cycles de l'eau, recommencer à travailler et à s'opposer aux pesticides, à s'opposer à ces pratiques intensives folles qui vont nous mener à notre perte. Et c'est une des principales contaminations de notre eau. Les intrants chimiques, les pesticides, tout le monde connaît les associations qui luttent contre cet empoisonnement des sols et du reste, et d'une autre par la même occasion. La régie publique, elle peut présenter cette capacité à contribuer à ce changement de paradigme, parce que on vit dans nos territoires. Les problématiques agricoles, environnementales, les problématiques d'aménagement, qu'ils soient ruraux ou métropolitains, enfin, ou urbains, c'est la seule façon, c'est de mener l'institution à la raison publique et de travailler collectivement sur ces lois et d'acquérir ainsi des pratiques démocratiques nouvelles, parce que la réussite de la régie, c'est un moyen. La régie publique, c'est un moyen, mais je pense que c'est une fin. C'est une fin. Pas seulement sur l'eau d'ailleurs, mais c'est une fin. Alors, là, ça y est, j'ai déjà parlé combien de temps là? Faut m'arrêter, hein, Lola. Hein, on va toucher à la fin. Laissez le temps à Ivan aussi d'intervenir. Alors, évidemment, il y a beaucoup. Gérard me dit oui, il faut parler des solutions. Alors oui, mais il y a beaucoup de solutions. On n'a pas besoin de milliers d'hectares de maïs arrosés en plein mois d'août à 45 degrés parce que cette plante est une plante tropicale et qu'on en a besoin. Non,
On n'a pas besoin de tout ça, on a besoin qu'on nous rende nos territoires, on a besoin de revenir à la raison, on a besoin de replanter des arbres, on a besoin de réétudier les pentes, les petits bassins, on a besoin de préserver les zones humides, on a besoin de ces zones tampons, hein, de la nappe phréatique. Aujourd'hui, vous avez comme moi constaté partout les rivières, les cours d'eau, c'est une calamité, c'est une gabegie. Et le gouvernement, et pas seulement celui-ci, c'est bien arrangé pour contourner la loi sur l'eau, hein. Tout le réseau capillaire des rivières en amont a été rayé de la carte, a disparu parce que comme ça, on n'a plus besoin de les contrôler. Et puis, ceux qui voudront mettre un peu plus de pesticides, ni vu ni connu, hein. Et puis, voilà, donc c'est un échec pour moi. La loi sur l'eau est aujourd'hui un échec. Nous devons montrer notre détermination à imposer au niveau local la gestion et l'implication des citoyens et citoyennes de manière ouverte, de manière collaborative, de manière cordiale. C'est une question de vie ou de mort. Il y a quelques années, je suis allée visiter l'Andalousie, j'y ai de la famille. Cette région productrice de tomates, de fraises, vous avez vu les images de kilomètres carrés de serre, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien. C'est une terre morte. J'espère que nous aurons les moyens et que nous nous donnerons les moyens par notre pertinence, par notre débat, par notre gentillesse militante. Parce qu'il ne s'agit pas d'arriver là et de dire « bon, faut faire ci, il faut faire ça ». Non, on se réunit, c'est nous qui connaissons nos territoires, on sait ce dont on a besoin, ce dont on n'a plus besoin. Et puis c'est tout, voilà, il faut promouvoir la place du citoyen et de la citoyenne dans la gestion de l'eau, dans la co-conception des ouvrages. Là, un exemple, on a un problème d'eau, de captage d'eau ici, pas sur la nappe principale, mais sur une autre. Donc parce qu'avec le dérèglement climatique, il y a une nouvelle algue qui est apparue dans un grand lac. Et cette algue bouche les filtres de la station. Et on ne sait plus comment faire. Et donc voilà, on va vite se rendre compte que la technologie, ce n'est pas toujours la réponse. Alors évidemment, à la métropole, on nous dit oh, on va faire encore une grosse usine, encore une plus grosse encore que l'autre. Non, il y a d'autres choses. Il y a la phytoépuration, il y a la restauration des sols, il y a planter des arbres, il y a faire attention aux répicives, aux racines et aux rhizomes qui peuplent nos bords de rivières et de lacs, à nos jardins. Et puis voilà, l'expertise citoyenne, de toute façon, elle se nourrira et elle se nourrit d'une connaissance familière et fine, au plus près de nos territoires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou si j'ai tout bon. Je ne sais pas quelle note Gérard va me mettre, mais c'est vrai que hier, je n'étais pas disponible et que je vous ai préparé quelque chose vraiment au pied levé. C'est très gentil de ta part, Isabelle. Je vais conclure si tu me laisses encore une petite 20 secondes. Je te laisse 20 secondes, vas-y. C'est vrai, j'ai le droit? Ok, oui. Super. Nous, les citoyens, nous vivons dans nos vies une multitude d'expériences. Des expériences, voilà. On a un poirier qui est mort. Cette année, j'ai pas de tomates parce que j'ai un parasite pas possible. Mes framboises ont cuit sur place. La confiture pouvait se cueillir directement à la plante. Tout ça, on le sait. Et l'expertise citoyenne, eh bien, elle se nourrit, elle se complémente d'un débat citoyen ouvert, je conclus, avec un point de vue de toutes les parties. Des engagements citoyens, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'être ingénieur ou n'importe qui peut se mêler de cette histoire de la gestion de l'eau. Et puis, c'est la participation à la défense de notre planète, de notre petit bout de planète, de notre petit bout de bassin versant qui est lui-même relié à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Et ça s'appelle le grand cycle de l'eau, et il n'y a qu'une eau.
dans laquelle nous vivons, avec laquelle nous vivons depuis des millions d'années. Et je pense que la régie publique conjuguée aux sciences humaines et aux sciences de la nature, eh bien, elle peut donner naissance et contribuer à une nouvelle culture de l'eau. Voilà, par la capacité des citoyens, des élus, des volontaires à se mobiliser, à contester, à dire non et à coproduire les savoirs. Et puis tout ça, ça s'appelle l'intérêt général. Et voilà, messieurs, dames, j'espère que je n'ai pas été trop vite, que je n'ai pas été trop dispersée. Je serais ravie de revenir vous parler de tout ça de manière plus apaisée et mieux préparée. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation qui était très claire et qui nous montre bien l'importance de se battre pour l'instauration de la règle verte et de la protection de l'eau comme un bien commun. Tout à fait. Maintenant, laisser la parole à Ivan et Claudio. Merci Ivan de nous avoir rejoints. Gracias Iván por haber venido a esa conferencia. Voy a hacer la traducción. Sí. Bueno, Iván, si puedes poner tu micrófono, el parlante en el Zoom, tienes que abajo a la izquierda tienes, ahí está, perfecto. De nuevo está, Iván, está el parlante. ¿Ahí? Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora me escuchas. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, saludarlos desde Chile. En premier lieu, je souhaiterais vous passer un bonjour depuis Chili. Bon après-midi à vous, mais ici au Chili, c'est bonne journée. Il est 8h30 du matin. Saludarlos supongo que esta conferencia está dedicada, entiendo, a poder discutir los temas de agua y temas ambientales. Je vous remercie d'avoir cette conférence qui tourne autour des thématiques de l'eau et particulièrement sur la question de la biodiversité. Bueno, ustedes seguramente saben que con respecto al tema de los recursos hídricos, Chile es una de las mayores expresiones del modelo neoliberal en los temas hídricos a nivel mundial. Vous savez vraisemblablement que sur les systèmes hydrauliques de systèmes de prise d'énergie par les biais de l'eau, le Chili est l'un des, dans son système capitaliste néolibéral, et celui qui on dira est à la pointe un peu, on va dire, de ces systèmes de barrages et de systèmes hydrauliques. Y que este modelo tiene su característica fundamental o principal es la absoluta privatización de los derechos de aprovechamiento de agua. Et ce système justement de prise d'énergie via le système d'eau a un centre, a une base commune qui est la privatisation du droit à l'eau par des sociétés privées, du coup par cette privatisation de l'eau. Esta condición del uso de los recursos hídricos fue generado en 1981 en la dictadura de Pinochet. Et ces systèmes un peu d'utilisation de ces systèmes d'eau ont commencé en 1981 avec la dictature de Pinochet. Y esto determina el carácter del conflicto socioeconómico por el agua en Chile como problema principal. Et celui-ci aboutit désormais à l'ère actuelle, dans notre situation de conflit, de conséquences socio-économiques, socio-environnementales qui débutent justement avec cette question de l'eau. Yo creo que en general son tres las características principales del modelo privado de agua en Chile, digamos. Je pense qu'il y a trois grands critères sur la gestion de l'eau que l'on peut dire au niveau du Chili.
Bueno, el primer lugar, obviamente, es la propiedad, la primera característica es la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamientos hídricos. La première, je la rappelle, comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, c'est la caractéristique que tout est concentré autour de propriétés privées. C'est l'un des fondamentaux de ces conséquences. La segunda característica del modelo es el hecho que el agua no tiene un uso definido en cuanto a estos derechos de aprovechamiento. Le second est l'objectif même de cette utilisation de l'eau. Elle n'a pas un objectif clairement défini, si ne serait que celui de profiter au système privé. Y la tercera característica es la desintegración del recurso hídrico, en el sentido que la explotación de los recursos superficiales o subterráneos no están necesariamente integrados en las cuencas hidrográficas. Et enfin, on peut dire que c'est toutes les différentes conséquences qu'il y a autour de toutes ces différentes infrastructures, puisqu'elles ne prennent pas en compte la partie des sols et différentes autres parties qui ne sont pas prises en compte justement dans ces dégradations de l'environnement et de toutes leurs conséquences qu'il peut avoir, et bien évidemment dans les conséquences vis-à-vis de ces infrastructures et le lien avec la propriété privée. Es decir, carácter privado de los derechos de aprovechamiento de agua, segundo principio, la no inherencia en el uso. Donc, caractère privé, la non-définition de l'utilisation. Y la tercera característica, la no existencia de la gestión hídrica de cuencas en forma integrada. Creo que eso es diferente con Francia, me parece, ¿no? Et enfin, la troisième caractéristique, c'est comme je le rappelais, sur les conséquences autour justement de toutes ces infrastructures. Il me semble que c'est aussi parfois un peu le cas en France de ces situations qui commencent à arriver. Bueno, entonces lo que tenemos es que los derechos de aprovechamiento de agua son un bien privado, transferible, transable, vendible, divisible. No sé si estoy viendo muy rápido, Claudio. C'est muy rápido. Donc on a cette conséquence du coup l'eau passe d'un bien commun à une propriété privée qui est du coup qui peut être vendue, qui peut être cédée, qui peut être transférée, qui du coup on devient presque comme un chèque ou comme toute monnaie fiduciaire, qui du coup est une utilisation que l'on peut à différentes utilisations sortir de son utilisation justement de l'eau primaire. Y estos derechos de aprovechamiento de agua son por lo demás perpetuos y heredables. Et ces conséquences sont définies, elles sont en plus tous ces différents transferts et toutes ces différentes ventes, elles ont un caractère à long terme, presque à perpétuité, si on peut le dire comme ça. Y la ley y la Constitución establecen que son de un régimen absolutamente de propiedad privada y por lo tanto no son enajenables o usables por parte del Estado o la sociedad en general, digamos. Et par ailleurs, depuis dans cette constitution justement de 81 émise par au moment de la dictature et par la dictature, il est indiqué que l'eau et que toutes ces infrastructures sont dans la loi des biens du coup privés, et que par conséquent, il n'y a pas la possibilité de modifier à cette idée et à cette conception politique de l'eau qui en devient du coup un bien privé. Por lo tanto, el agua en Chile es una mercancía. Par conséquent, au Chili, l'eau, c'est une marchandise. Y naturalmente, aquel que no está sometido a las leyes del mercado desde el punto de vista de su compra-venta,
lo cual se expresa en la compraventa de derechos de aprovechamientos o directamente de volúmenes de agua. Et par conséquent, il répond aux mêmes lois que celui du marché de l'achat, de vente et des différentes régulations du marché. La suposición del modelo es que aquel que no puede comprar agua no tiene acceso al uso del agua, simplemente. Et par conséquent, celui qui n'a pas la possibilité de s'acheter de l'eau n'a pas la possibilité d'utiliser de l'eau potable. Bueno, la otra característica que me refería en cuanto al derecho de agua en Chile es que este no tiene un uso definido y está absolutamente separado, por ejemplo, del uso de la tierra o de la agricultura, digamos. Y puede ser naturalmente transferido ilimitadamente en distintas actividades económicas. Et comme je vous disais, sur mon second point, il n'a pas d'utilisation définie, c'est-à-dire qu'il est déconnecté de tout son environnement et notamment de la terre et de toute la biodiversité qu'il en a en elle-même. Par conséquent, il n'y a pas un ensemble avec l'eau. Elle est déconnectée de son circuit global, comme on avait pu entendre tout à l'heure dans la conférence, qu'elle a un circuit global et du coup, il est dans le concept même au Chili, il est déconnecté de ce circuit que vous pouvez avoir dans vos cours de SVT ou de biologie dans lesquels l'eau fait partie d'un ensemble. Là, au Chili, elle fait partie d'un bien de marché. Bueno, y en tercer lugar está la desintegración del uso de los recursos hídricos que entre los usos superficiales y subterráneos, por ejemplo, que generan conflictos y anarquía en la gestión de las cuencas hidrográficas entre los distintos usos, ¿no? Et comme je disais, je reviens pour approfondir sur le troisième point, les conséquences notamment des différentes infrastructures qui ne prennent pas en compte les sous-sols et les différentes conséquences géologiques que l'on peut avoir en dessous se prennent en compte justement, provoquent des conséquences conflictuelles au niveau des populations et au niveau de la société dans son ensemble. A eso debemos sumar que la institucionalidad pública del Estado en cuanto a la fiscalización o control del uso del agua es extraordinariamente precaria y limitada. Et enfin, il faut rajouter que dans tout ça, que l'État a un rôle particulier puisqu'il favorise à travers le système, son système fiscal, ce système privé et par conséquent la précarité justement de toute cette situation des ressources en eau. Esta es una característica de la gigantalización del Estado por parte del modelo liberal que hace que la gestión del agua, o hay una suerte de no presencia del Estado en la gestión directa de los recursos hídricos. C'est la conséquence directe de la non-présence du coup de la régulation de l'État dans la gestion de l'eau et dans le regard de ce qui peut se passer à travers l'ensemble du circuit de l'eau. La gestión del agua, de los recursos hídricos, está fundamentalmente en organizaciones de usuarios del agua, que son organizaciones privadas que administran derechos de aprovechamiento de agua fundamentalmente en el campo del riego. Del riego, perdón. De la irrigación, del riego. Voilà. Donc, les principales grandes infrastructures que nous avons, elles sont autour de constructions qui ont des barrages ou des systèmes de ce type qui sont tous à vocation du coup privée. No complementariamente, la distribución del agua de consumo humano, de consumo poblacional, se realiza a través de empresas privadas de distribución de agua potables y sanitarias que
son concesiones que el Estado ha entregado a empresas privadas, en muchos casos de capitales transnacionales, extranjeros. Et c'est les mêmes conséquences que nous avons dans la distribution de l'eau, puisque la distribution de l'eau a été cédée, privatisée à des organisations, à des sociétés privées, et la plupart qui sont des multinationales, du coup, qui ne sont pas chiliennes. Esto tuvo que ver con una política de privatización de las empresas de agua potable estatales que entregaron desde la época de la dictadura durante los gobiernos de la transición neoliberal socialdemócrata, decimos nosotros, privatizó estas concesiones a títulos bastante onerosos para el propio Estado, digamos. Et ceci a été cédé par, bien sûr, par la dictature, puisque ces sociétés, ces concessions étaient auparavant des gestions d'État. Elles ont été distribuées, cédées à des organisations, comme je vous disais tout à l'heure, privées, mais ça a continué aussi par la suite, dans les années 90, par les différents gouvernements de social-démocratie qui ont également énormément appuyé sur le bouton de la privatisation. El modelo subsidiario mantiene algunas políticas de inversión en el ámbito del apoyo al riego, en el ámbito del apoyo a la irrigación, de la inversión de infraestructura, por un lado que por lo general ha beneficiado fundamentalmente a las grandes empresas exportadoras agrícolas. Et il y a aussi également parfois des investissements et des aides, on va dire, de l'État sur des parties qui sont faites pour le domaine agricole. Donc, il y a tout un système qui favorise justement cette situation, on va dire, privée de la distribution, de la production, de la distribution de l'eau potable, mais également de l'assainissement. Yo diría que en general con respecto al agua hay dos ejes de conflictos principales. Je dirais qu'il y a deux grands conflits principaux que provoque ce système global. El primero, el de mayor alcance sociopolítico, tiene que ver con el conflicto de la sociedad por garantizar el agua como un derecho efectivo para el consumo humano. La première, c'est le conflit vis-à-vis de l'humanité entière, puisque du coup, on n'a plus cette garantie que l'eau est un bien commun. Et du coup, c'est la première problématique sociopolitique qui, du coup, est provoquée par ce système néolibéral. Este tema ha estado fuertemente planteado en la discusión social, económica y política en las movilizaciones de lo denominado estallido social desde el año 2019 y en la discusión constitucional que vivimos en el país en este momento. Celui-ci, ces problématiques ont été des discussions, font partie des discussions majeures qu'il y a eu depuis la situation des mouvements populaires en 2019, les différentes manifestations que vous rappelez, des gens qui sont sortis dans la rue jusqu'à plusieurs millions. Et ça fait également partie des discussions qui sont au centre de la nouvelle constitution qui est en train d'être débattue pour cette année. Por tanto, un problema central de la discusión política y de la presión social es la lucha por establecer el agua como un derecho humano en la nueva constitución. Par conséquent, c'est la question de l'eau comme bien commun en devient un axe majeur de discussion et d'inscription dans la nouvelle constitution chilienne. Eso se relaciona con la también propuesta de reposición del uso priorizado, es decir, la priorización del uso del consumo poblacional
y la sustentación alimentaria a través de la producción agrícola. Et ceci renvoie également à des priorisations sur l'utilisation de l'eau et notamment la priorisation sur l'utilisation primaire, on va dire, sur les besoins fondamentaux de l'utilisation de l'eau plutôt que sur des cultures de masse qui demandent de l'eau sur des lieux qui ne sont pas forcément appropriés. Estos puntos son altamente sensibles porque tocan el eje del modelo, desde el punto de vista de la gestión neoliberal del recurso hídrico. Et ceci est bien évidemment une situation très conflictuelle qui amène énormément de débats puisque ça touche directement à la réflexion néolibérale et son modèle dans son ensemble. El segundo eje, creo yo, fundamentalmente está en el conflicto socioambiental, es decir, en el conflicto por el uso del agua entre los grandes proyectos económicos y la población y las comunidades. Et la seconde grande problématique, c'est la situation environnementale, socio-environnementale, ce qu'on pourrait appeler, donc sur toute cette partie et les conséquences de l'utilisation de l'eau et leurs conséquences, leurs déséquilibres, leurs inégalités que provoquent vis-à-vis de la population et en fonction des secteurs, en fonction des lieux, et donc toute cette situation qui provoque du coup un déséquilibre global sur la situation de l'homme vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de l'eau. En las últimas décadas, yo diría en los últimos 20 años, esta característica de conflicto por el agua, de conflicto entre las comunidades y fundamentalmente los grandes proyectos mineros en algunos casos y los proyectos hidroeléctricos en otros, ha sido un elemento muy determinante en términos incluso de las características que ha empezado a asumir la legislación ambiental en Chile. Je dirais que depuis une vingtaine d'années, ceci a provoqué énormément de conflits, énormément de débats et des situations d'opposition, des manifestations de masse face à différents projets, notamment dans des zones minières, mais également dans des zones où il y a eu de grands projets de barrages hydroélectriques. Et donc, ces questions ont été majeures déjà depuis une vingtaine d'années avec des mobilisations assez importantes. Bueno, los grandes proyectos mineros, sobre todo en el norte del país, requieren y demandan una gran cantidad de recursos hídricos por un lado, y por otro lado, indudablemente generan un efecto sobre la calidad del recurso a partir del impacto de actividades industriales. Et l'exemple de l'extraction minière est assez emblématique puisqu'il utilise d'un côté, elle a besoin d'une forte énergie et donc du coup de barrages hydroélectriques pour fonctionner. Et puis par ailleurs, et en plus, elle a des conséquences autour de son environnement et notamment sur l'eau, autour de tout le bassin minier. Esto ha generado que importantes sectores sociales, pequeños agricultores, pobladores, grupos indígenas, grupos de pueblos originarios, naturalmente han empezado a defender el acceso al agua en cantidad y calidad, en conflicto con los grandes proyectos de inversión minera. Et du coup, on a eu beaucoup de zones où il y avait des indigènes, des Indiens, des lieux où il y avait différentes autres communautés, des personnes qui, du coup, ont fait une convergence de différentes luttes et notamment à travers la question de l'eau. Iván, podemos empezar un poquito a concluir en el... Okay. Por lo tanto, yo diría que este tipo de conflictos de carácter socioambiental determinan tremendamente el tipo de competencia
por los recursos hídricos entre la sociedad y las grandes empresas privadas mineras, que probablemente sea el segundo eje que yo señalaba de la condición del conflicto en torno al agua socioambiental en el país. Et par conséquent, ce que je voulais dire un peu dans ce sens-là, c'est qu'il y a une sorte de concurrence, ou en tout cas de vis-à-vis, entre la situation des sociétés d'extraction minière et l'intérêt commun, on va dire, dans son environnement, dans son sens global. Donc, il y a, je dirais, un conflit d'intérêts qui du coup est assez majeur sur ces questions-là. La competencia por el recurso, esa es la clave, entre la sociedad y las empresas. Perdón por, bueno, muchas gracias. Et donc, du coup, par conséquent, effectivement, c'est cette question-là qui est posée, le lien et la part de l'intérêt commun de la société dans son ensemble, et avec en face les intérêts privés, les intérêts parfois de grands groupes qui du coup bousculent parfois justement ce système sociopolitique. Perdón por la improvisación. Ha sido bastante improvisado. De todas maneras, muchas gracias por la posibilidad. Muy bien. Muchas gracias, Iván, por esa etapa. Está muy interesante. Merci pour votre écoute et sur nos questions un peu chiliennes. ¿Algo más que decir, Iván, para... No, si alguien tiene algún comentario, crítica, tomatazos, no sé. Vamos a tener muchas gracias. Vamos a tener justamente, Iván, un poquito más tarde, a las 16 horas, de aquí una hora, un lugar donde vamos a poder hacer preguntas y intercambios con la persona que nos siguen. Muy bien. Merci beaucoup, et puis à plus tard pour les ruches, pour ceux s'il y a besoin de questions supplémentaires. Merci beaucoup à tous les deux, et merci Ivan d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre journée internationaliste. On retrouvera nos deux intervenants à 16h pour la ruche si vous avez des questions à leur poser. Je reprécise d'ailleurs qu'il y a un nouveau lien qui vous a été envoyé pour la ruche pour ceux qui sont inscrits, donc il faudra bien prendre celui d'aujourd'hui. Tout à l'heure, et on vous retrouve dans 6 minutes pour la ruche sur la conférence sur l'autogestion.